appelle évidemment comme toujours au 0810 055 056 et j'accueille Laure. Bonsoir Laure. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, pas trop mal. Pas trop mal, c'est déjà un bon début. De nous appelez-vous Laure, dites-moi. Je suis à Toulon. Ah, Toulon 83. Magnifique. Quel temps il fait aujourd'hui à Toulon? Il a fait beau? Il est merveilleusement beau, oui. Un petit peu de vent, mais merveilleusement beau. Vous me faites rêver. Ça fait du bien. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Laure? Dites-moi. J'ai 52 ans. 52 ans. Laure, 52 ans de Toulon. Qu'aimeriez-vous aborder comme sujet ce soir? Dites-moi. Eh bien, je voulais vous parler de la problématique des implants de stérilisation Essure. Alors attendez, ça je parle de façon un peu naïve, c'est comme une espèce de stérilet, c'est un moyen contraceptif en fait. C'est un moyen contraceptif, oui, donc de stérilisation définitive en fait, de contraception définitive. D'accord, c'est irréversible. C'était supposé, oui, c'est irréversible effectivement. D'accord. En fait, ce sont des ressorts qu'on implantait dans les trompes de Fallope. D'accord. Donc un petit peu plus loin que l'utérus, comme le stérilet, et qui provoquait en fait une fibrose autour des ressorts dans les trompes et qui bouchait les trompes du coup, de façon à ce que la stérilisation soit effective. C'est-à-dire, alors, peut-être pour éclairer nos auditeurs et auditrices, donc dans les moyens de contraception définitive, il y avait jadis la ligature justement de ces fameuses trompes. Et là, si je comprends bien, cette technique que vous évoquez, Laure, en fait, le chirurgien met une espèce de corps étranger dans ces trompes et ça provoque, pour le coup, mécaniquement, une réaction qui fait que ça va boucher. Et donc, ça y est, après, il n'y a plus de possibilité, on peut parler de risque, puisque c'est le but recherché, d'être enceinte. C'est exactement ça. Exactement ça. Ça nous a été vendu, en fait, comme une... Je dis vendu parce que je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Oui, c'est ça. J'ai le sentiment qu'il y a un dossier là. Oui, il y a un gros dossier, oui. D'accord. Ça nous a été vendu comme une alternative idéale de la ligature, puisque ça se faisait sans anesthésie, par les voies naturelles, et que ça se faisait en quelques minutes. Enfin, voilà, qu'on pouvait théoriquement retourner travailler tout de suite après, ce qui a été le cas pour moi, par exemple. D'accord. Donc vous avez expérimenté ce protocole. Absolument. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez eu recours à ce moyen contraceptif, Laure? C'était l'année de mes 40 ans. D'accord. Justement parce que mon gynécologue avait trouvé que c'était une super idée et que c'était une alternative idéale, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire possible. Vous, c'était votre demande en fait, vous aviez envie de ne plus avoir cette contrainte, ce souci contraceptif au quotidien. Et donc, si je comprends bien, la ligature des trompes, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd en termes de mise en œuvre. C'était chirurgical. Voilà, alors que là, c'est vraiment quelque chose, si je vous comprends bien, d'assez bénin dans le fond. C'est ça, c'était en ambulatoire. Aléatoire, non, pas aléatoire, en ambulatoire. Ça se faisait donc par les voies naturelles. On nous proposait quand même une anesthésie sous forme d'hypnose, ou pas d'ailleurs. Enfin, c'était supposé ne pas être plus douloureux que la pose d'un stérilet, donc effectivement, il n'y avait pas forcément besoin d'une anesthésie profonde. Ce qui est relativement vrai, c'est très très désagréable, mais c'était pas très douloureux. Alors pour le moment, quand je vous écoute, Laure, c'est comme vous savez, dans le film de Mathieu Kassovitz, jusqu'ici tout va bien, quoi. Exactement. Une jeune femme de 40 ans. Vous aviez des enfants à cette époque-là déjà? J'avais 2 enfants, oui. D'accord. Quel âge ont-ils vos enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont presque 30 ans et 25 ans. D'accord. Bon, ils vont bien? Oui. Bon, très bien. C'est l'essentiel, très bien. Et donc à 40 ans, donc Laure se dit voilà, je vais. Donc Laure, jusqu'ici tout va bien parce que c'est très léger, anesthésie sous hypnose, donc il n'y a même pas de produits anesthésiants qui pourraient bien sûr impacter l'organisme. Et donc quand je vous écoute, au début tout s'est très bien passé. Eh bien, au début, tout s'est très bien passé jusqu'aux règles suivantes. D'accord. Donc, en fait, la fibrose devait prendre effet, on va dire, à peu près au bout de 3 mois. On avait un rendez-vous avec une radio et un rendez-vous de contrôle pour vérifier que, effectivement, les trompes étaient bien bouchées. D'accord. Et sauf que, lors des premières règles, tout de suite après, en fait, c'est devenu
assez catastrophique. Règles hyper abondantes, limite hémorragique, très douloureuse, ce qui était pour moi très étonnant parce que j'avais jamais eu de règles douloureuses. D'accord. Non, pas du tout. Pardon, ma chère Laure, je vais vous poser beaucoup de questions parce que je suis docteur en psychologie. Vous voyez, moi, c'est la psycho, donc c'est un peu plus haut que la gynéco. Ça vous aura pas échappé. Donc, pour vous suivre, il n'y a pas d'aménorrhée finalement avec cette technique. Voilà, il y a une ovulation, des menstruations qui continuent finalement comme avant. Exactement. D'accord. Et vous n'aviez jamais de problème tellement avec votre période, et puis là, vraiment, des grosses, fortes douleurs. Oui, forte douleur et très abondante, chose qui était totalement inhabituelle aussi. D'accord. J'en ai parlé donc évidemment au gynécologue à la visite de contrôle qui m'a dit bon, ça a été comme ça les 3 mois qui ont suivi. D'accord, donc j'ai eu trois cycles très douloureux, très inhabituels, d'accord. Et selon le gynécologue donc qui m'avait posé les implants, ça n'avait absolument rien à voir, c'était probablement complètement autre chose. Bon. Et puis, quelques mois plus tard, d'autres problématiques sont intervenues, comme des douleurs articulaires totalement aléatoires. D'accord. J'entends par aléatoire, c'est une semaine dans les cervicales, la semaine suivante dans les coudes, la semaine d'après le bas du dos, et puis plus rien pendant quelques temps, et puis les genoux, les chevilles, à nouveau les cervicales, enfin... voilà, donc et des douleurs assez intenses et j'ose pas dire handicapante parce que je pouvais quand même me déplacer, je pouvais quand même travailler, mais il y avait des tas de choses que j'arrivais plus à faire. C'est-à-dire que vous avez ce qu'en général on appelle dans les métiers de la santé une dégradation de votre qualité de vie, quoi. Oui, enfin, oui. Vous étiez une dame qui allait bien, et puis là, concomitamment à la pose de ces implants, bien sûr, on peut comprendre au début l'avis du spécialiste, qui est de dire voilà, c'est sans doute un hasard, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un problème qui arrive concomitamment à une opération que c'est forcément un rapport de cause à effet. On a vu beaucoup, voilà, c'est un sujet, tout le monde devient un peu spécialiste presque du sujet à force d'étudier tout ça. Et donc là, voilà, le gynécologue vous dit, voilà, il n'y a aucune raison que ce soit lié. Maintenant, voilà, vous expérimentez dans votre quotidien que votre qualité de vie, elle se dégrade avec ces douleurs qui se baladent. Et c'est surtout que ça dure. Et que ça dure plusieurs années et que il se passe rien, mais que je peux plus faire de sport. J'étais relativement active quand même parce que j'ai mal partout, parce que ça crée quand même de l'anxiété un petit peu, parce que personne trouve ce qu'il y a. Donc le généraliste propose de la fibromyalgie, on parle d'arthrose. Enfin, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle maintenant une errance médicale, en fait. J'allais le dire. Vous avez lu dans mes pensées. Vous avez connu cette fameuse errance médicale, quoi. C'est-à-dire, mais quand même, trouver ce que j'ai, quoi. C'est pas normal, quoi. C'est ça, exactement. C'est pas normal d'avoir mal, en fait. Le truc, c'est ça. Comment réagit, Laure, votre entourage à ce moment-là? Votre époux, vos enfants, qu'est-ce que vous faites comme job? Je suis prof de yoga. D'accord. Oui, donc en plus, pardon, j'ai mes clichés comme tout le monde. Prof de yoga, ça veut dire que vous êtes quand même plutôt connecté à votre corps. J'imagine, oui, vous avez quand même une intelligence comme ça de ce qui se passe quand même dans votre corps, quoi, si vous pratiquez le yoga tous les jours. Une intelligence, mais on peut dire une connaissance, oui. Ouais. J'aime bien parler d'intelligence du corps, non? Oui, c'est assez joli. L'intelligence du mouvement, il y a l'intelligence bien sûr cognitive, évidemment, très utile. Et puis il y a quand même, enfin j'ai remarqué chez les grands sportifs, chez les personnes qui font beaucoup de sport, il y a effectivement quand même une connexion des personnes qui... On ne va pas parler d'autodiagnostic, évidemment. Maintenant, elles ont vraiment oui, elles sont connectées quand même à ce qui se passe dans leur organisme, quoi, quand même. Hein. Complètement. Et donc, vous, c'est votre cas. Vous étiez prof de yoga, donc j'imagine très handicapante dans votre activité professionnelle, ces douleurs. Très encombrant, on va dire. Parce que le fait d'enseigner, on peut quand même toujours décrire et sans démontrer, sans montrer vraiment les choses qu'on demande, qu'on attend des gens. On a du vocabulaire pour s'exprimer. Mais dans notre pratique personnelle, effectivement, c'est handicapant, oui. C'est inquiétant, c'est troublant, on va dire. Et votre entourage réagit comment alors à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont soutenants? Est-ce qu'ils vous disent non, ça va passer? C'est quoi la réaction moyenne à l'époque? Ah non, j'ai été très soutenue, complètement soutenue. La vraie problématique n'était pas dans mon entourage, en fait. Elle était plutôt dans
le manque d'accueil, j'ai envie de dire, du corps médical. Alors, je veux pas dire en général, entendez-moi bien, mais très souvent, c'est comme on trouve pas ce que vous avez, on vous donne des anti-inflammatoires, on vous donne des antidouleurs. Et puis, ça ira bien. Vous avez pris quoi? Vous avez pris de la cortisone, par exemple, des choses comme ça? Non, pas de la cortisone. Non, je suis restée dans des choses très basiques. Très light. Oui, voilà, parce que j'en veux pas, parce que je veux pas autrement. Moi, j'ai cherché, en fait. Et c'est mon compagnon qui, un jour, a écouté une émission de radio, justement. Il m'a dit, c'est bien la radio. Ouais, c'est bien la radio. Il m'a dit, écoute, il y a une association qui a parlé des implants que tu as là. Tu devrais te renseigner, ça peut être intéressant. Et effectivement, donc j'ai découvert une association qui donnait des informations, donc à l'époque qui était un petit peu, comment je pourrais vous dire, un petit peu basique dans la mesure où on était de nombreuses femmes en fait à avoir le même genre de problème. D'accord. Mais qu'on n'avait pas encore vraiment d'explication. Donc maintenant, il y en a un petit peu plus, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, parce qu'il y a eu l'édition notamment d'un protocole d'explantation, donc pour retirer en fait ces fameux implants. Oui, parce que comment ça se passe? L'organisme, il expulse le corps étranger au bout d'un moment? Non, pas du tout, parce qu'en fait, la fibrose fait que le fameux ressort est prisonnier de la trompe de Fallope. Voilà, il reste. Donc, si vous voulez retirer le dispositif, il faut retirer à minima la trompe. Donc les trompes, puisqu'il y en a un de chaque côté, voire, alors il y a eu des cas apparemment d'implants qui auraient migré un peu plus bas dans l'utérus ou un peu plus haut, enfin bref, donc où il a fallu enlever plus que les trompes. Genre quoi, c'est l'hystérectomie carrément ou... Oui, il y en a encore qui se pratiquent des hystérectomies puisque les implants bougent en fait. Ce sont des... Quand on implantait les fameux ressorts, ils étaient comprimés, si vous voulez, et ils se déployaient dans la trompe de Fallope. Donc, des fois, ils se déployaient, si la trompe était, je sais pas, solide, ils se déployaient dans le bon sens et au bon endroit, mais il peut arriver qu'ils soient un peu tordus, qu'ils soient pas très droits, qu'ils se déploient un peu plus dans l'utérus, et en fonction de l'endroit où il est, effectivement, on peut pas se contenter. En fait, ce que le protocole a permis, donc le protocole d'exploitation qui a été quand même validé par un arrêté ministériel, ce qu'il a permis, c'était déjà de déterminer que les implants devaient absolument rester intacts lors du retrait pour éviter, puisque a priori, beaucoup d'effets secondaires viennent aussi de la composition des implants qui s'avèrent être ils sont en quoi, bien plus que ce qu'on nous avait donc vendu, à savoir de l'acier chirurgical, c'est tout. Il y a plein de métaux en fait qui sont des métaux réputés pour être allergènes. Il y a des fibres PET. Alors je saurais plus vous dire le nom exact du polyéthylène de quelque chose. Donc en fait, ce sont des matériaux composites, quoi. C'est pas de l'acier. Fer plus carbone, un point c'est tout. C'est des matériaux composites en fait qui peuvent, j'imagine, peut-être se déliter au bout d'un moment. Notamment au niveau d'une soudure qui se délite et qui a été soulignée il y a quelques mois seulement. Alors moi j'ai pas les mots techniques et vraiment scientifiques. C'est vraiment, je voulais juste vous parler de mon histoire et de l'histoire de beaucoup de femmes a priori. Qui se retrouvent encore aujourd'hui avec des réactions des fois inflammatoires, des réactions allergiques inexpliquées. Donc, et ça se manifeste en fait au niveau de la peau, au niveau des articulations, au niveau donc des douleurs pelviennes ou des douleurs abdominales terribles. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, il y a une dimension, vous l'avez dit, Laure, allergène, quoi. Dès qu'on met un corps étranger, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être ceinture noire de biologie pour comprendre le principe, quoi. Dès que vous mettez un corps étranger dans un organisme vivant, de toute façon, c'est une prise de risque. Je m'étonne, Laure, quand on va voir son médecin, maintenant, de plus en plus, il y a une règle très stricte à propos du fameux consentement éclairé du patient. Aujourd'hui, n'importe quelle intervention, fût-elle vraiment hyper maîtrisée, hyper documentée par la science, le chirurgien qui va vous opérer, c'est une obligation auquel les chirurgiens se plient de bonne grâce. Il vous fait la liste, c'est assez anxiogène d'ailleurs, il ne faut pas être hypocondriaque parce qu'il est obligé de vous faire la liste de tous les risques qui existent, même les risques les plus minimes. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas été éclairé justement sur ces risques à propos de ces implants? C'est la grande question. Alors, il faut quand même savoir que ces implants ont été retirés de la vente par
je ne sais pas si j'ai le droit de citer le laboratoire, mais Ça, alors là, je regrette, je ne peux pas tellement vous aider. bon. Je ne suis pas spécialiste du droit, donc cette affaire, vous pouvez le faire. C'est votre responsabilité, oui, en tout cas. Si c'est que la mienne, ça va. L'implant s'appelle Essure, et donc le laboratoire qui l'a mis en place, qui l'a racheté à un autre laboratoire, c'est toute une histoire un peu compliquée. Ils l'ont retiré de la vente, donc on n'a plus pu. Donc on peut plus le faire là. Aujourd'hui, si une jeune femme veut avoir recours à cette technique, ce n'est plus possible avec ces implants-là. Exactement, c'est plus possible du tout. Donc la raison était une raison commerciale du retrait de ce dispositif. Pour nous, pour moi et pour d'autres, c'est une raison probablement où ils se sont dit ça commence à craindre parce que justement il y avait des effets secondaires possibles et on n'a averti personne et je pense que les médecins qui nous l'ont posé ont été aussi séduits par la méthode, si vous voulez, et qu'ils l'ont fait en toute bonne foi. Bien sûr. Il y a plein de choses qui auraient dû être dites. Il y a des responsabilités manifestement à éclaircir. Est-ce que vous voulez bien, Laure, parce que c'est un sujet passionnant qui nécessite qu'on prenne le temps, est-ce que vous voulez bien peut-être rester en ligne et on se fait une petite respiration musicale et je vous reprends après la chanson. Ça vous irait de faire comme ça ? Oui, ça va, je vous attends. Alors très bon, écoutez, on se retrouve très vite. On va poursuivre cet échange après le disque de Patrick Fiori, Le chant est libre. Et on retrouve Laure, je suis depuis le début de l'émission au téléphone avec Laure, 52 ans, de Toulon. Laure, vers les 40 ans, elle était maman de 2 enfants. Elle a eu le désir bien légitime de pratiquer un mode de contraception définitif, une technique qui consiste à mettre des petits ressorts dans les trompes. Et puis voilà, ça crée une réaction qui fait qu'après, il n'y a plus de soucis. Et c'est une opération très, très légère, vraiment, pas d'anesthésie, relax. On rentre le matin, on sort le soir. Problème, à partir de cette intervention, des règles très douloureuses, hyper abondantes, et puis des douleurs de partout. Et puis un jour, par hasard, avec une émission de radio, Laure comprend que c'est peut-être justement cette intervention qui a provoqué tout ça. Et on en était sur les responsabilités. Laure, vous me disiez que, bien sûr, tout le monde est de bonne foi. En tout cas, les médecins qui pratiquaient ces interventions, eux, pensaient bien faire au départ, n'est-ce pas ? Je pense que oui, j'espère. En tout cas, c'est vrai qu'on peut imaginer quand même des professionnels de santé, ils font confiance en fait, c'est au laboratoire. Est-ce que, je veux dire, ça en est où ? Aujourd'hui, votre situation, Laure, vous avez du coup retiré ces ressorts ? Oui, alors moi j'ai été ce qu'on appelle explantée, donc en 2018. D'accord. Juste avant la validation par décret ministériel du fameux protocole d'explantation qui donne en fait les axes opératoires pour retirer ce dispositif qui n'avait pas été prévu pour être retiré initialement. Il était prévu pour rester là, on bouche les trompes et vous gardez ça à vie. Et éventuellement, s'il y a des effets secondaires, on en parlera plus tard. Mais bon, voilà. Donc moi, j'ai été explantée en 2018, donc 7 ans plus tard. Juste avant en fait l'édition du fameux protocole, donc je suis tombée sur une chirurgienne qui a été extrêmement compréhensive et qui m'a vraiment tout bien expliqué comment elle allait procéder justement pour que les implants ne soient pas cassés ou coupés pendant le retrait, pour éviter qu'il en reste. Oui, bien sûr. Voilà, parce que si réellement les problèmes viennent éventuellement des métaux lourds qui sont à l'intérieur ou des fibres, il faut éviter qu'il reste des fragments. Donc du coup, on m'a retiré les trompes et ce qu'on appelle la corne utérine, les 2 coins de l'utérus où sont plantées les trompes entre guillemets. J'ai vaguement des vieux croquis de livres de biologie quand j'étais au lycée qui me reviennent. Je vois à peu près. Et curieusement, mes règles de suite après ont été normales. D'accord. Et curieusement, en quelques mois, mes douleurs articulaires ont été de mieux en mieux. Voilà. Donc, on va me dire peut-être que ça peut être du placebo. On va me dire peut-être que c'était dans ma tête. C'est ce que vous entendez parfois, alors ? Vous entendez ce genre de discours parfois ? Oui, maintenant moins parce que d'abord j'écoute moins ce genre de choses, mais bon, je l'ai entendu, je suis pas la seule à l'avoir entendu.
L'association dont je vous parlais, l'association Résiste, pourra vous en parler mieux que moi. C'est encore aujourd'hui des tas de femmes qui sont en errance médicale, a priori. Quand j'entends des tas, c'est grosso modo, j'ai aucune idée des chiffres, je ne saurais pas vous dire déjà. Alors, il y a eu environ 200 000 femmes implantées. D'accord, entre 200 000 2002 et femmes. 2017. D'accord. Voilà. Et de manière certaine, il y a eu environ 30 000 femmes explantées, donc qui ont subi une ou plusieurs interventions pour pouvoir retirer les dispositifs. D'accord. C'est pas rien. Ah bah c'est énorme, bien sûr. Voilà. Sachant que c'est un chiffre qu'on connaît de manière à peu près certaine, mais qui est sûrement un peu petit. On est sur du 15%, grosso modo. Ouais. Quoi, ouais. D'autant que avant le fameux protocole et avant le registre qui a été ouvert, il y a eu un registre ouvert cette année là de pratiques concernant donc justement le dispositif Essure de Bayer. Il y avait peut-être des interventions qui étaient pratiquées sans que forcément elles rentrent dans une catégorisation. Donc bon, c'est à minima 30 000 femmes qui ont été explantées. Voilà. Et là, on n'est que pour la France. Oui, que pour la France, oui. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une action collective aujourd'hui? Je sais que ça se fait parfois dans ce genre de situation. Alors, il y a eu. D'accord. Il y a eu, je crois que c'est en 2018. Oui, c'est en 2018. Donc, l'association Résiste a lancé une action de groupe qui voulait viser la responsabilité du laboratoire autour justement, alors d'une part de la défectuosité du dispositif, mais surtout au niveau du défaut d'information des patientes. C'est ça, voilà. Voilà, que certaines ont eu la chance d'avoir une petite carte d'identité en disant je porte tel dispositif, il est composé de ça et ça et ça, qui n'était pas forcément complet d'ailleurs, puisque bon, la composition apparemment un peu, enfin notre connaissance de la composition du dispositif a un peu évolué quand même. Et en fait, cette procédure, donc cette action de groupe, a été jugée irrecevable l'année dernière, en 2022. D'accord. C'est quel tribunal qui s'occupe de ce genre de choses? C'était le tribunal de Paris, mais vous dire lequel exactement, je ne sais plus. Le fait est que le jugement de non-recevabilité, en fait, était basé sur le fait que les troubles cités, mentionnés dans les expertises n'étaient pas suffisamment similaires. Parce que bon, là, je vous ai parlé de mes troubles à moi, mais la liste d'effets secondaires possibles, elle est très très longue. Ça va des yeux secs aux allergies, à toutes sortes de réactions allergiques, à toutes sortes de réactions inflammatoires. Enfin voilà, on est vraiment... c'est vraiment très 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 varié, quoi. Donc, là, j'imagine qu'on est dans c'est comme les séries américaines, quoi. C'est une bataille d'avocats. Chacun, essaye justement comment dire, de nier sa responsabilité, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Sauf que dans les séries américaines, en général, les avocats et les patients gagnent par rapport au gros laboratoire. Écoutez. Et dans la vraie vie, pas souvent. Vous croyez, parce que là, cette non-recevabilité, où ça en est aujourd'hui? C'est au point mort ou c'est forcément au point mort, parce qu'une association ne peut lancer qu'une action de groupe, en fait, une seule. Une D'accord. Fois que c'est fait. Donc, c'est un fusil à un coup. On peut pas. C'est terminé maintenant. Non. Il y a eu d'autres actions qui ont été mises en route. Il y en a eu notamment pour environ 130 femmes. Donc ce sont des actions individuelles en fait qui ont été lancées collectivement par un cabinet d'avocats pour un préjudice d'anxiété. Ouais. Et puis il y a une procédure en référé aussi qui permettrait de suspendre le délai autorisé pour la plainte, je crois. Donc, c'est un délai de forclusion, en fait. On peut déposer une plainte avant 10 ans après la pause. À partir c'est très, très technique, quoi, tous ces sujets. En tout cas, ce qui est étonnant pour un béotien, je dirais, c'est que c'est quand même ultra encadré. Tout ce qui touche à la santé, surtout en France, on a une agence du médicament, on a quand même des contraintes d'essais cliniques qui sont très très fortes, et c'est ce que vous dites, quoi. Là, c'est très surprenant. Soit le laboratoire n'a pas fait les essais suffisants, ça paraît quand même vraiment étonnant par rapport aux obligations existantes, soit, là, effectivement, c'est très grave, il avait des informations en sa possession et qu'il n'a pas communiqué. Bon, ça, maintenant, ça existe. Regardez,
maintenant on parle beaucoup des dangers du tabac, et ça a été avéré. Hein, l'industrie du tabac connaissait la toxicité de son produit et pendant des années a nié, hein, bien sûr. Hein. Oui. Bon, ce serait pas la première fois qu'il y a des scandales sanitaires non plus autour de médicaments qui ont des effets secondaires après sur les enfants. On connaît le Mediator en France, on connaît tout ça. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, si je comprends bien, vous n'avez par conséquent aucun dédommagement de ce préjudice. En revanche, si on essaye peut-être de suspendre sur une note positive, là maintenant, Laure est une personne qui va bien. Oui, Laure est une personne qui va bien. Bon, ça fait plaisir. Et donc évidemment, oui, bien sûr, à refaire, vous ne le referiez pas, j'imagine. Simplement, si vous deviez, oui, je ne sais pas, comment est-ce que vous qui êtes prof de yoga, j'imagine, vous avez un regard plutôt positif sur l'existence. Comment, je ne sais pas moi, quelle morale vous retirez de cette expérience, Laure? Qu'on apprend beaucoup dans la douleur. Ah oui. Et que voilà, faut se faire confiance, c'est bien, mais que ça devrait être je trouve pas le mot, ça devrait être une obligation absolue en fait, de se faire confiance à soi-même avant de faire confiance même à un médecin très très qualifié qui est sûr de ce qu'il va nous poser. À partir de l'instant où on nous parle de dispositif médical, où on nous parle de corps étranger comme vous disiez tout à l'heure, vraiment de s'écouter. Et aujourd'hui, moi ce que j'aimerais surtout, c'est que il y a beaucoup de femmes encore qui sont implantées et qui souffrent et qui savent pas pourquoi. En fait, ça fait partie des. Il y a plusieurs scandales entre guillemets en un seul, si vous voulez. Le fait qu'on ait été empoisonné par un produit ou qu'on croit avoir été empoisonné par un produit, ok, c'est une chose, mais derrière le deuxième vrai scandale, c'est le manque d'information totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait recevoir une lettre. Toutes les femmes porteuses ou qui ont porté ce dispositif-là devraient recevoir une lettre, je sais pas, de la NSM, d'Amélie. Enfin, ils sont capables de nous trouver, pour nous envoyer un courrier tous les ans pour qu'on aille faire une mammographie. Oui. Donc, ils doivent pouvoir nous trouver s'ils savent qu'on a cet implant-là pour nous dire, voilà, il est possible qu'il y ait des choses, il est possible qu'il n'y ait rien. Il y a heureusement que 200 000 femmes ne souffrent pas, tant mieux, vraiment, mais il y en a parmi ces 200 000 qui souffrent encore et qui savent pas pourquoi, et voilà, ça serait peut-être bien de nous éviter l'errance médicale et au moins un petit peu de reconnaissance, si vous voulez, de nous dire, voilà, non, vous n'êtes pas folle, non, et vous avez mal, on reconnaît que vous avez mal, ça peut venir de ça, et il y a des solutions, ou s'il n'y en a pas, on va en trouver, quoi. Écoutez, je crois que le message est passé. Oui, je pense que je vous comprends. Et puis l'information des médecins aussi, parce que quelqu'un qui ne va pas bien va pas forcément penser pendant l'entretien, pendant l'examen clinique, la personne ne pense pas forcément à signaler ce genre d'opération. La plupart des consultations, en fait, sur cette problématique-là, la plupart des consultations n'ont rien à voir avec une consultation de gynécologie. Oui, donc, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal au coude, j'ai mal à la tête, j'ai les yeux secs, j'ai la peau qui gratte. Si effectivement le médecin n'est pas au courant que ça peut faire partie d'un effet secondaire ou d'une liste d'effets secondaires possibles sur cet implant-là, il pensera pas forcément que ça peut y venir. Donc, voilà. Écoutez, Laure, vraiment, je vous remercie. Le message est passé. Heureux malgré tout de cette issue quand même, voilà, qui se termine bien sur le plan de la santé. La justice, ma foi, hélas, c'est autre chose. Merci beaucoup pour ce témoignage, Laure. Je vous souhaite